Exercice 1. Démontrer l'inégalité 2 à la puissance n strictement supérieure à n pour tout entier naturel n. Alors, pour n appartenant à grand N, on note la propriété Pn 2 à la puissance n strictement supérieure à petit n. Il faut initialiser, donc, puisque n appartient à grand N, pour n égale 0, on a 2 à la puissance n qui est égal à 2 à la puissance 0 qui est égal à 1. Et 1 est strictement plus grand que 0, donc P0 est vrai. Il faut maintenant montrer que la propriété est héréditaire. La propriété est vraie au premier rang. P0 est vrai, donc elle est vraie pour n égale 0. Supposons que la propriété est vraie pour un certain rang. Démontrons alors que Pn plus 1 est vrai. C'est-à-dire que 2 à la puissance n plus 1 est strictement supérieur à n plus 1. C'est-à-dire que 2 fois 2 à la puissance n est strictement supérieur à n plus 1. Il faut bien sûr qu'on utilise notre hypothèse de récurrence. Donc par hypothèse de récurrence, 2 à la puissance n est strictement supérieur à n pour tout n appartenant à grand N. Ensuite, évidemment, il faut qu'on aille chercher Pn plus 1. Donc du coup, on va multiplier les deux membres de cette inégalité par le réel positif 2, ce qui ne changera pas le sens. Donc, on va obtenir 2 fois 2 à la puissance n strictement supérieur à n fois 2. Autrement dit, 2 à la puissance n plus 1 strictement supérieur à 2n. Évidemment, ici, notre intérêt maintenant sera de montrer que 2 à la puissance n plus 1 est strictement supérieur à n plus 1. Donc pour cela, on peut par exemple étudier le signe de 2n moins entre parenthèses n plus 1 pour tout n appartenant à grand N. Effectivement, pour tout n appartenant à grand N, 2n moins entre parenthèses n plus 1, c'est 2n moins 1. C'est n moins 1. Or, n moins 1 est supérieur ou égal à 0 à partir de n égale 1. Donc, à partir de n égale 1, que n moins 1 est supérieur ou égal à 0. Donc, Pn plus 1 est vrai à partir de n égale 1. Autrement dit, Pn plus 1 est vrai pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Et si Pn plus 1 est vrai pour tout entier n supérieur ou égal à 1, alors Pn est vrai pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Mais comme on a montré que Pn est vrai pour n égale 0, c'est notre initialisation, du coup Pn est vrai pour tout entier n. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Très bien. On considère la fonction f définie sur R par f de x égale exponentielle de x moins 1 sur x exponentielle de x plus 1. H est la fonction définie sur R par x exponentielle de x plus 1. On demande d'étudier le sens de variation de h et de démontrer que h de x est strictement positif pour tout x appartenant à l'ensemble des nombres réels. Alors, tout d'abord, il faut, pour étudier le sens de variation de la fonction h, il faut justifier de la dérivabilité de la fonction h. Il faut calculer h' de x, la dérivée de la fonction h. Il faut exprimer le signe, déterminer le signe de h', de la dérivée, en déduire les variations, et ensuite pouvoir conclure quant au signe de la fonction h en inscrivant éventuellement les résultats dans un tableau de variation. Alors,
la fonction qui nous est proposée, c'est la fonction h définie sur R par h de x égale x exponentielle de x plus 1. Eh bien, on peut penser que la fonction h est le produit. Alors, ici, on justifie de la dérivabilité. Donc, justifiant de la dérivabilité de la fonction h. Donc, la fonction h est le produit de fonctions dérivables sur R. D'accord? Elle est effectivement le produit de ces deux fonctions-là, qui sont dérivables sur R. La fonction x est dérivable sur R, la fonction exponentielle de x est dérivable sur R. D'accord? Oui. Donc, la fonction h est dérivable sur R. Alors, on peut calculer, du coup, sa dérivée. Alors, pour tout réel x, on a en fait h' de x, alors, qui est égal à... Alors, la dérivée de x exponentielle de x, c'est la dérivée d'un produit. En fait, c'est égal à la dérivée de x exponentielle de x plus la dérivée de 1. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Sauf que la dérivée de x exponentielle de x, c'est la dérivée d'un produit. La dérivée d'un produit, c'est u'v plus v'u, n'est-ce pas? Oui. Donc si on considère que u c'est x et que v c'est exponentielle de x, u' c'est 1 et v' c'est exponentielle de x. Est-ce qu'on est d'accord? Donc Oui. on applique u'v. Donc u'v, ça nous fait 1 fois exponentielle de x plus v'u, donc plus x exponentielle de x plus 0. Ce qui nous fait, si on met exponentielle de x en facteur, ça nous fait 1 plus x facteur de exponentielle de x. Ok? Oui. On sait que la fonction exponentielle de x est strictement positive pour tout réel x. Ça, c'est le cours. Hein? Oui. Exponentielle de x strictement positive pour tout x réel. Et donc du coup, h' de x est du signe de 1 plus x. D'accord? Oui. Voilà. Sauf que le tableau de signes de 1 plus x, le voici. D'abord, 1 plus x s'annule en moins 1. D'accord? Et 1 plus x est positif à droite de moins 1 et négatif à gauche. Donc, très clairement, puisque h' de x est du signe de 1 plus x, h' de x est donc négative sur moins l'infini moins 1. Et donc h est décroissante sur moins l'infini moins 1. h' de x est positive sur moins 1 plus l'infini. Et donc h est croissante sur moins 1 plus l'infini. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc on en déduit que la fonction h est décroissante sur moins l'infini moins 1 et qu'elle est croissante sur moins 1 plus
l'infini. Donc, en clair, on a le tableau de variation suivant, hein, de la fonction h. Oui. On pourrait imaginer son tableau comme ceci. Donc h' avec son signe, les variations de h décroissantes, croissantes. Donc évidemment, cette valeur, c'est la valeur minimale, hein, h de moins 1, d'accord? H de moins 1, c'est la valeur minimale. Et si on calculait h de moins 1, justement, puisque la fonction h possède justement un minimum, qui est donc h de moins 1. Alors ça, on peut l'écrire, hein. La fonction h a un minimum, c'est h de moins 1, d'accord? Avec et justement h de moins 1 est égal, et il faut calculer, moins exponentielle de moins 1 plus 1, hein, quand on remplace les x dans h de x. Sauf que, voilà, moins exponentielle de moins 1 plus 1, c'est un nombre qui est positif, hein, puisqu'il est environ égal à 0,63. Donc ça veut dire que la valeur qui est ici est environ égale à 0,63. Elle est strictement positive. Hein. Donc clairement, h de moins 1 est strictement positif. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc h de x est strictement positif. Donc ici, on a moins exponentielle de moins 1 plus 1, qui est un nombre strictement positif. Donc on peut dire que comme h de moins 1 est égal à moins exponentielle de moins 1 plus 1 qui est strictement positif, bah on en déduit que h de x est strictement positif pour taux réel x. Voilà pour la première question. Donc, la limite de la fonction g quand x tend vers moins l'infini, il faut penser que la limite de quand x tend vers moins l'infini de x plus 2, eh bien, c'est moins l'infini. Il faut penser que la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x, c'est 0. Celle-là, elle est donnée dans le cours. Hein. Oui. D'accord? Et donc, par somme, on a la limite de la fonction g quand x tend vers moins l'infini, qui est égal à moins l'infini. Ok? Oui. On doit calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction g. C'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 2 moins exponentielle de x. On peut imaginer que l'on mette en facteur l'exponentielle, par exemple, hein, ou que l'on mette en facteur x, tout simplement. Alors, si on met x en facteur, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de 1 plus 2 sur x moins exponentielle de x sur x. Ok? Oui. Or, on sait que... Alors, on a la limite
quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x, on sait que ça fait 0. On sait par ailleurs que la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x, eh bien ça fait plus l'infini. Ce sont les croissances comparées à l'infini. Et donc, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 2 sur x moins exponentielle de x sur x. Et bien cette limite va être égale à moins l'infini du coup. Et cette limite, c'est la limite de la fonction g quand x tend vers plus l'infini. Donc, du coup, la limite a, puisque x ici tend vers plus l'infini, et qu'on vient de montrer que cet ensemble a pour limite moins l'infini, mais cet ensemble, c'est ce qu'on a ici. Donc, il n'y a plus qu'à faire le produit. Par produit, la limite de la fonction g a pour résultat moins l'infini. Donc, est-ce qu'on est d'accord qu'on en déduit que alors, on en déduit alors la limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de 1 plus 2 sur x moins exponentielle de x sur x, et bien cette limite fait moins l'infini par produit. Et donc, la limite de la fonction g, quand x tend vers plus l'infini, eh bien, c'est moins l'infini. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Voilà. La fonction g est définie par x plus 2 moins exponentielle de x. Il faut calculer sa limite en moins l'infini. Et sachant que la limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 2 est égale à moins l'infini, et que la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x fait 0, et bien par somme, la limite de la fonction g quand x tend vers moins l'infini est égale à moins l'infini. La limite de la fonction g quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 2 moins exponentielle de x. Si l'on met x en facteur, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de 1 plus 2 sur x moins exponentielle de x sur x. Or, on sait que la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x fait 0. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x, c'est 0. La limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x, c'est plus l'infini. Ce sont des croissances comparées à l'infini. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 2 sur x moins exponentielle de x sur x est égale à moins l'infini. Et par produit, car on a un produit ici, par produit, puisque la limite quand x tend vers plus l'infini de x, c'est plus l'infini, et que la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 2 sur x moins exponentielle de x sur x, c'est moins l'infini, et bien par produit, la limite de la fonction g quand x tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini. Ensuite, on nous demande à la question petit b d'étudier le sens de variation de la fonction g et de dresser le tableau de variation de g. La fonction g est la somme de fonctions dérivables sur R. D'après le cours, elle est donc dérivable sur R. Et on a g' de x qui est égal à 1 moins exponentielle de x pour tout x appartenant à l'ensemble grand R des nombres réels. Il nous faut ensuite déterminer le signe de g' de x, donc de la fonction dérivée. Donc, g' de x strictement positif implique inversement que 1 moins exponentielle de x strictement positif, c'est-à-dire moins exponentielle de x strictement supérieur à moins 1.
Et donc, on a exponentielle de x strictement inférieur à 1. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour passer de cette ligne à celle-ci, on a tout multiplié par moins 1. Et quand on multiplie les membres d'une inégalité par un même nombre négatif, le sens est changé. Moins exponentielle de x ici multiplié par moins 1, ça fait exponentielle de x. Moins 1 multiplié par moins 1, ça fait 1, et le sens change. Voilà, simplement 1, c'est exponentielle de 0. Donc du coup, on a exponentielle de x strictement inférieure à exponentielle de 0. Et d'après la propriété que nous avons dans le cours qui dit que exponentielle de a inférieure à exponentielle de b implique qu'on a a qui est inférieur à b, eh bien on se retrouve avec x strictement inférieur à 0. Donc finalement, g' de x est strictement positif quand x est strictement inférieur à 0. On en déduit que g' de x est strictement inférieur à 0 quand x est strictement supérieur à 0. Donc, le sens de variation de la fonction g est le suivant. La fonction g sur l'intervalle moins l'infini 0, puisque x est strictement négatif. Sur l'intervalle moins l'infini 0, puisque g' de x est strictement positif, eh bien la fonction g est strictement croissante. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. La fonction g est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors on aurait pu résoudre l'inéquation g' de x supérieur ou égal à 0. Voilà, donc x inférieur ou égal à 0. Et du coup, elle est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini. On peut donner le tableau de variation de G. On a en effet G de 0, quand on calcule, G de 0, qui est égal à 0 plus 2 moins exponentielle de 0, ce qui est égal à 1. Et donc du coup, le tableau de variation qu'on obtient est le suivant. Ici, g' de x toujours sur la première ligne, qui est positive sur moins l'infini, 0 négative sur 0 plus infini, et les variations de la fonction g qui sont des variations croissantes plus décroissantes. On a calculé que g de 0 c'est 1, et puis on avait trouvé les limites. En moins l'infini, la limite de la fonction g c'est moins l'infini, et en plus l'infini c'est moins l'infini. Donc voici notre tableau de variation. Est-ce que ça a été bien traité? Oui, mais vous vous êtes pas trompé au-dessus en mettant que c'est que la fonction était strictement croissante sur 0 plus l'infini? C'est décroissante, puisqu'on a écrit croissante la première fois, donc c'est décroissante, ici. Oui. Décroissante sur l'intervalle 0 plus infini, c'est ici, hein? Oui. Tout à fait, c'est décroissante. Merci. Voilà. Donc du coup, question petit b. Étudier le sens de variation de la fonction g et dresser le tableau de variation de la fonction g. Tout d'abord, il faut justifier de la dérivabilité de la fonction g, bien entendu. La fonction g est une somme de fonctions. Et c'est une somme, la fonction g est précisément la somme de fonctions dérivables sur R, puisque la fonction x, la fonction constante de la fonction exponentielle de x, eh bien toutes ces fonctions-là sont dérivables sur R. Donc par somme, la fonction g est elle-même dérivable sur R. Et on a g' de x qui est égal à 1 moins exponentielle de x, évidemment, pour tout x appartenant à grand R. Alors,
on peut résoudre l'inéquation g' de x égale g' de x supérieur ou égal à 0 pour déterminer le signe de g' de x. Donc, cela revient à résoudre effectivement 1 moins exponentielle de x supérieur ou égal à 0. Alors évidemment, ça nous fait moins exponentielle de x supérieur ou égal à moins 1. Et comme ensuite, on doit tout multiplier par moins 1, à multiplier les deux membres d'une inégalité par le même nombre négatif, d'abord ça change de sens. Et ensuite, moins exponentielle de x fois moins 1, ça nous fait exponentielle de x. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Et donc du coup, comme 1, c'est exponentielle de 0, du coup, ça nous fait exponentielle de x inférieur ou égal à exponentielle de 0. Donc du coup, x inférieur ou égal à 0. Et évidemment, en résolvant l'inéquation 1 moins exponentielle de x inférieur ou égal à 0, eh bien, on trouvera que x est supérieur ou égal à 0. Donc, ce qui nous permet de dire que, puisque g' de x est supérieur ou égal à 0 quand x se promène dans l'intervalle moins l'infini 0, alors on peut affirmer que la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Et comme g' de x est inférieur ou égal à 0 pour tout réel x positif, eh bien on pourrait affirmer que la fonction g est donc strictement décroissante pour tout réel x positif. Donc, le tableau de variation de la fonction g, en calculant g de 0, on obtient 1. Voici le tableau de variation de la fonction g. Elle est bien croissante sur l'intervalle moins l'infini 0, décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini avec les limites qu'on a inscrites dans le tableau. Alors, ensuite, on nous demande à la question C de montrer que l'équation g de x égale 0 admet deux solutions dans R. On note alpha et bêta, ces solutions avec alpha supérieur à bêta. Donc, évidemment, quand on regarde notre tableau de variation, on constate que la fonction g s'annule ici, entre moins l'infini, enfin du moins sur l'intervalle moins l'infini 1. Et que il y a un 0 ici sur l'intervalle moins l'infini 1, et ce 0 a un antécédent, et cet antécédent, c'est effectivement la solution bêta, puisque alpha est supérieur à bêta. Donc 0 ici, bêta ici est un antécédent de 0, enfin du moins est l'antécédent de 0 par g. De l'autre côté, alors pour rédiger ça, on va dire que la fonction g est continue. La fonction g est continue parce qu'elle est dérivable, hein. Elle est dérivable sur R, on l'a dit. Donc elle est continue sur R. Elle est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. La limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction g, c'est moins l'infini. G de 0 est égal à 1. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, puisque 0 appartient à l'intervalle moins l'infini 1, eh bien, l'équation g de x égale 0 a bien une solution unique alpha, enfin bêta, pardon, qui se situe dans l'intervalle moins l'infini 0. De même, de l'autre côté, sur l'intervalle 0 plus l'infini, on observe également que sur l'intervalle moins l'infini 1, 0 en fait partie. 0 se trouve dans cet intervalle. Et que l'équation g de x égale 0 admet effectivement une solution dans l'intervalle 0 plus l'infini qui est alpha. Donc, on pourrait écrire ceci. Tout comme précédemment, la fonction g est continue. Elle est continue
et elle est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus infini. On a effectivement g de 0 qui est égal à 1 et la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction g qui est égale à moins l'infini. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, puisque 0 appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini 1, eh bien l'équation g de x égale 0 admet une solution unique alpha dans l'intervalle ouvert 0 plus infini. Finalement, l'équation g de x égale 0 admet deux solutions dans R. On devait montrer que l'équation g de x égale 0 admet deux solutions dans R, c'est fait. On note alpha et bêta, ces deux solutions, avec alpha strictement supérieur à bêta. On nous demande maintenant de prouver que alpha est strictement encadré par 1,14 et 1,15. Alors, pour prouver cela, il faut qu'on calcule g de 1,14, puis g de 1,15. L'un des deux sera positif et c'est g de 1,14. Donc g de 1,14 est positif, on le voit bien ici. G de 1,15 est négatif. Donc, comme g de alpha, du moins on peut dire que g de alpha est du coup encadré par g de 1,15 négatif et g de 1,14 positif. Et comme la fonction g est strictement décroissante, puisqu'on le sait, la fonction g est strictement décroissante, il y aura une inversion des sens entre les images et leurs antécédents. Donc, du coup, on va avoir alpha qui est encadré par 1,14 et 1,15. Et pour répondre à la question D, d'en déduire le signe de g de x suivant les valeurs de x, on peut revenir au tableau de variation et voir ce qui se passe. En effet, on voit bien que sur l'intervalle moins l'infini, du moins l'intervalle ouvert moins l'infini bêta, on voit bien que la fonction g est strictement négative. C'est la partie verte. Sur l'intervalle ouvert alpha plus l'infini, c'est la même chose. La fonction g est là aussi strictement négative. Quand x est égal à bêta et quand x est égal à alpha, on voit bien que la fonction g s'annule. Pour x égale bêta et x égale alpha. Sur l'intervalle ouvert bêta-alpha, la partie rouge, on voit bien que la fonction g est strictement positive. Eh bien, c'est ce qu'on va écrire. Donc, sachant que g de bêta égale 0 et que g de alpha est égal à 0, et compte tenu du tableau de variation de g, eh bien, on a g de x strictement négatif pour x qui appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini bêta, union intervalle ouvert alpha plus infini, et g de x qui est strictement positive pour x appartenant à l'intervalle ouvert bêta alpha.